dois foncer dans ce mobilier urbain pour sauver le monde. Oh mais non, mais pourquoi vous faites ça? Je vous dis, c'est ma quête. Le scénariste a écrit l'histoire comme ça. Je n'ai pas d'autre choix. Non. Alors, il est bien mon film, hein? Et quoi? Bah, tu m'as dit que j'avais un scénario en or massif? Wow, je dois dire que c'est un scénario en or massif. Et maintenant, c'est quoi le problème? C'est mon film qui est nul, c'est ça? Bah, en termes de mise en image, c'est pas folichon, quoi. Oh, j'en ai marre, il y a toujours un truc qui va pas, de toute façon. Je suis trop nul, j'y arriverai jamais. Mais non, dis pas ça, il y a des petits trucs à apprendre, c'est comme pour tout. On passe pas du scénario au film en un claquement de doigts. Et si tout le monde pensait comme toi, on n'aurait jamais vu de mec comme Quentin Tarantino. Quentin qui? Quentin Tarantino est un scénariste et réalisateur américain. Il écrit et réalise ses propres films. Il est connu pour ses dialogues mythiques, sa sublimation de la violence et une œuvre rendant hommage à des courants cinématographiques aussi variés que les films de guerre, les westerns, les films de gangsters ou les films de kung-fu. Il est dit que son école de cinéma a été son job d'employé de vidéoclub dans la banlieue de Los Angeles, où il lui arrivait de passer la nuit à regarder des films et à dormir dans l'arrière-boutique. Pas vraiment bon en orthographe, Tarantino écrirait ses scénarios en phonétique, ce qui ne lui empêche pas de gagner pas mal de prix récompensant à la fois son travail d'écriture et de réalisation. Parmi ces prix, on peut noter la Palme d'Or du Festival de Cannes de 1994 pour Pulp Fiction. Me dis pas qu'on va encore parler de scénario. J'ai vu le titre de la vidéo, là, ça parle pas du tout de ça. Alors je vois pas en quoi sortir ta science, ça va m'aider à faire des films. Bah justement, j'y viens. Tu me laisses continuer? Ouais, bah vas-y, moi je me casse. Ok, c'est parti. On a vu que faire un film, c'était raconter une histoire. Dans un roman ou un conte, l'auteur va mettre en scène son histoire grâce à une prose lyrique qui va devoir nous faire ressentir les lieux où on se trouve, nous décrire les visages des personnages, nous décrire les actions, nous faire ressentir des émotions. Avec le choix des mots ou encore des conjugaisons, l'auteur va pouvoir nous faire comprendre si le récit se passe au présent, au futur, au passé. Cela pourra donner aussi des indications sur la psychologie des personnages, à savoir ce qu'ils ressentent. On va rentrer dans leur tête. Toutes ces notions d'écriture serviront à une seule chose, donner un sens à l'histoire. Dans un film, le réalisateur ne va pas utiliser des techniques propres à l'écriture pour mettre en image son scénario. Il va justement utiliser des techniques propres au cinéma pour transformer l'histoire qu'il a en tête en un film. Et dans un film, ce sont donc les notions de réalisation et de mise en scène qui donneront un sens à l'histoire. Prenez la scène d'ouverture d'Inglorious Bastards. Le colonel Landa, alias le chasseur de juifs, fait face au fermier Perrier Lapadite qui cache une famille juive sous son plancher. Bien que, malgré le contexte historique tendu, la discussion reste courtoise, il est indiqué à plusieurs moments dans le scénario que Perrier Lapadite tombe petit à petit dans le piège du colonel Landa. Comment la réalisation du film traduit-elle ce piège qui se referme? Une image, ça se lit. Et comme pour une phrase, ça se lit de gauche à droite. Ici, à gauche, nous voyons le colonel Landa, et à droite, le fermier. Les deux personnages se font face, et leurs yeux sont au même niveau. Au milieu de la séquence, la caméra se déplace de 180 degrés. Quelques plans plus loin, alors que la discussion a précisé la nature de la visite du colonel et que nous avons compris que le fermier cache une famille juive, la mise en image montre le colonel à droite et le fermier à gauche. Le fermier est au premier plan, il apparaît plus grand et son regard est au-dessus de celui du colonel Landa. Cela donne l'impression qu'il a l'ascendant sur le colonel et que ce dernier ne trouvera pas les personnes cachées sous le plancher. Seulement, de façon soudaine, la caméra bascule de 180 degrés en arrière. Le colonel revient à gauche du cadre, il passe au premier plan et son regard se positionne au-dessus de celui du fermier. Ce dernier ne le sait pas encore, mais pour nous spectateurs, c'est l'indication que le piège s'est refermé sur lui.
Dans le scénario, ces mouvements de caméra ne sont pas précisés. Les seuls indices qui nous laissent à penser que le piège s'est refermé sur le fermier, ce sont des indications concernant la pipe du colonel Landa. Le chasseur de juifs sort une pipe. Étonnamment, il s'agit de la fameuse pipe calebasse taillée dans une gourde en S, rendue célèbre par Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, qui est un fameux détective connu pour résoudre toutes les affaires, même celles semblant impossibles. On a donc ici des mouvements de caméra, des éléments de décor ou encore le jeu des acteurs qui participent à notre compréhension de l'image. La règle des 180 degrés. Voici une vue schématisée de la scène dont je vous parle, vue du dessus. On retrouve notre table et nos deux protagonistes. Imaginez maintenant qu'on trace un cercle autour des deux personnages, puis que nous coupions ce cercle en deux en traçant une ligne entre leurs regards. On obtiendrait donc deux demi-cercles faisant 180 degrés chacun. La règle des 180 degrés veut que si vous commencez à tourner votre scène en posant votre caméra dans un des deux demi-cercles, vous ne pourrez pas la poser dans l'autre. Ainsi, quelle que soit la position de votre caméra dans le demi-cercle choisi, vous maintiendrez pour vos spectateurs l'illusion que les personnages se font face et se regardent. Si vous ne respectez pas la règle des 180 degrés, cela pourrait donner l'impression que vos personnages se sont déplacés brutalement dans l'espace. Après, comme toutes les règles au cinéma, on peut les transgresser à des fins de mise en scène, comme la fois où la caméra bascule brutalement à 180 degrés pour signifier que le fermier est tombé dans le piège du colonel Landa. La règle des 30 degrés. Admettons que pour amener un peu plus de dynamisme à ce chapitre, je décide de multiplier les angles de caméra, alors que ma position à moi ne bougerait pas. Voyons ce que ça donnerait avec un angle supérieur à 30 degrés. Ah, vous êtes là. Bon nickel, vous voyez, on a bien deux angles de caméra différents. Donc je me filme avec deux angles de caméra différents. Mais voyons voir ce que ça donne si ma caméra se déplace à un angle inférieur à 30 degrés. La règle des 30 degrés a simplement pour but d'éviter de donner l'impression que l'image saute. Mais, comme pour la règle des 180 degrés, celle-là aussi peut être transgressée. Si jamais vous décalez deux plans d'un angle inférieur à 30 degrés, mais que l'échelle de plan n'est pas la même entre les deux, alors l'image ne semblera pas sauter. L'échelle de quoi ? L'échelle de plan. L'échelle de plan participe à la mise en image d'un film. Elle sert à contextualiser le lieu de l'action, la place de vos personnages dans celle-ci, l'action dans son ensemble, ainsi que des détails du décor, des personnages ou de ce qu'ils font. Comme Quentin Tarantino est un autodidacte qui a compris beaucoup de choses au cinéma, on va se repasser la scène d'ouverture d'Inglourious Basterds afin de dresser la liste constituant l'échelle de plan. Le plan général. Ça situe l'action dans son contexte géographique. Ici, c'est la campagne française. Le plan d'ensemble. On descend d'un niveau dans notre échelle pour montrer l'endroit où va se passer l'action. Ici, la maison du fermier. C'est le plan idéal pour amorcer la situation initiale. Le plan moyen. Encore un niveau en dessous, nous sommes introduits à des personnages des pieds à la tête. Le plan américain. Hérité des westerns, où il fallait filmer les cow-boys du crâne jusqu'à mi-cuisse lors des duels, histoire de les voir dégainer leurs armes, c'est un plan de confrontation qui permet l'action. Le plan à la taille. On isole un peu plus les personnages en les filmant de la tête jusqu'à la taille. Ce genre de plan est idéal pour mettre en image la séduction ou annoncer une bagarre à venir. Le plan à la poitrine. On rentre encore plus dans l'intimité du personnage. C'est souvent pour ça que les baisers de cinéma sont filmés avec ce plan-là. On profite ainsi des détails des visages des acteurs. Le gros plan. On s'enfonce encore plus dans la sphère de l'intimité pour entrer même dans celle de la psychologie des personnages. Filmer quelqu'un en gros plan permet de lire directement ses émotions, ses réactions les plus intimes. Le très gros plan.
Comme si le gros plan ne suffisait pas, on descend encore plus dans la psychologie et l'intimité de notre personnage en s'attardant sur un détail du visage ou du corps. Ces plans sont souvent très brefs et ont pour but d'attirer notre attention sur un détail furtif qui sera important pour le déroulé à venir de l'histoire. Le plan d'objet. Comme son nom l'indique, on montre un objet. Voilà, merci, c'est tout pour moi. Pensez à mettre des pouces bleus, partager la vidéo. Non, bien entendu, celui-ci doit avoir un rapport avec l'action. L'insert. C'est bien souvent un plan très serré sur un objet en rapport avec l'histoire. Pour vos films, merci Monsieur Tarantino. Alors, ça t'a plu? Bah, je sais pas trop. Bah, comment ça tu sais pas trop? Mais attends, Tarantino c'est génial. Tarantino c'est la vie. Bon, pas pour tous les personnages de Tarantino, mais quand même. Bah ouais, mais ça fait plein d'infos d'un coup. Ça m'a limite dégoûté de faire des films en fait. Quand tu regardes un film, tu t'analyses tout le temps comme ça, toi? Bien sûr que non, sinon ça me gâcherait le plaisir de regarder des films. Bah, dis-toi que tout ce que j'ai essayé de t'apprendre là, c'est comme si j'essayais de t'apprendre à écrire pour que tu puisses produire des romans. Et je t'ai pas tout dit en plus, hein. Si tu veux aller plus loin, tu regardes sous cette vidéo, j'ai mis un lien dans la description. Non, mais alors attends, je t'explique le concept en fait. Là, la vidéo, on l'a fait, on la monte, on la met sur YouTube. Et ensuite, tu vas la voir sur YouTube comme n'importe qui. Et puis, tu regardes dans la description, il y a des choses utiles, des fois. Vas-y, j'ai trop mal au crâne, là. Tu peux me passer mon portefeuille, s'il te plaît, que j'aille me chercher de l'aspirine? Ouais, bien sûr, c'est lequel? Celui où il y a écrit Bad Motherfucker.